Bonjour mes amis de la fête de la gastronomie, bonjour à tous. Je suis Claude Carrat, j'ai créé le podcast des amis de la fête de la gastronomie en décembre 2018. Ce podcast est le tout premier dédié à la fête de la gastronomie Goût de France, mais pas que. Et je vous remercie beaucoup de nous écouter. Que trouve-t-on dans ce podcast ? Des interviews des porteurs de projets pour la fête de la gastronomie, des chefs de cuisine, toutes les personnes qui sont dans la filière de la cuisine et la gastronomie, passionnés par leur métier et ont envie de partager leur passion. Et vous tous qui avez envie de parler de cuisine et qui ne dites jamais rien, alors je vous propose de vous inviter pour une interview dans un de nos épisodes. N'hésitez pas, osez le faire, franchissez le pas, appelez-moi, on en parle, on en discute. Ce podcast fait partie de l'association des Amis de la Fête de la Gastronomie, créée en mars 2017, dont l'objectif est de faire connaître la Fête de la Gastronomie Goût de France au plus grand nombre et que cette fête populaire arrive dans chaque cuisine. Dans cet épisode numéro 12, je reçois monsieur Sylvain Herviot, boulanger, meilleur ouvrier de France, formateur, coach de notre équipe nationale pour le championnat du monde du pain, président du jury du championnat du monde de la chocolatine, très engagé dans l'action humanitaire également, par la création d'une grande boulangerie au Burundi, où on travaille des produits locaux avec des employés locaux. Avec Sylvain Herviot, vous apprendrez ce qu'est le métier de boulanger, toute sa beauté, les valeurs portées par les métiers de l'artisanat. Sylvain nous parlera aussi de sa création de la chocolatine bleue, spécialement pour le championnat du monde de la chocolatine. Après l'interview de Sylvain, je vous parlerai du prochain épisode. Sylvain Herviot, qui êtes-vous ? L'important n'est pas de tomber, mais c'est de se relever. Alors, je suis tombé 9 fois, mais je me suis relevé 10 fois. Et c'est vrai que le fait de se relever, surtout de ne jamais abandonner, c'est le plus important parce que même si on est dans des moments un peu difficiles où c'est compliqué, il y a toujours un espoir quelque part. Mais c'est à nous de le trouver et c'est à nous de le chercher. Et souvent, c'est un combat plutôt personnel que d'en vouloir à la terre entière où c'est la fatalité de la faute des autres, quoi. Il est 5 heures, il va se lever, le boulanger du quartier. Une tasse de café pour se réveiller, et le pétrin va tourner. Le four allumé, la pâte va lever. Ah, quel drôle de métier! Les pains sont roulés, les baguettes allongées, et les platines bien graissées. Mes amis de la fête de la gastronomie, aujourd'hui je reçois encore quelqu'un d'exceptionnel, d'extraordinaire, de volontaire, de passionné. Je reçois monsieur... Bonjour, je m'appelle Sylvain Herviot, donc je suis meilleur ouvrier de France en boulangerie. C'est le dernier titre que j'ai obtenu, mais avant un parcours de fils et de petits-fils de boulanger qui m'ont amené à être meilleur jeune boulanger de France en 99, champion de France, champion d'Europe en 2003, finaliste des MOF en 2004. Malheureusement, ça a été un échec pour moi. Et derrière, j'ai réussi à me reconstruire et repartir en 2009 au combat. Et en 2011, j'ai été titré meilleur ouvrier de France. J'aime bien ta réflexion. Ça a été un échec. L'autre jour sur France Inter, j'ai écouté Claude Lelouch qui disait que la meilleure université, c'était l'échec. Alors, de toute façon, comme disait, je sais plus qui disait cette phrase-là, mais l'important n'est pas de tomber, mais c'est de se relever. Alors, je suis tombé 9 fois, mais je me suis relevé 10 fois. Et c'est vrai que le fait de se relever, surtout de ne jamais abandonner, c'est le plus important parce que même si on est dans des moments un peu difficiles où c'est compliqué, il y a toujours un espoir quelque part, mais c'est à nous de le trouver et c'est à nous de le chercher. Et souvent, c'est un combat plutôt personnel que d'en vouloir à la terre entière où c'est la fatalité de la faute des autres, quoi.
Très bien, on rentre dans le vif du sujet. Évidemment, on parlera du championnat du monde de la chocolatine, mais comme je te le disais l'autre jour, je crois qu'aujourd'hui, et quasiment dans tous mes épisodes, j'en parle, pour nos jeunes, l'important c'est qu'ils comprennent bien que les choses ne viennent pas comme ça toutes cuites, hein, et qu'il faut vraiment se battre et apprendre de ses échecs, et tu en es la traduction immédiate, quoi. Hein. Après, c'est vrai qu'un échec, on peut être devant la fatalité et de se dire bon voilà, c'est pas de ma faute, c'est de la faute d'un tel ou d'un tel ou d'un tel. Généralement, la faute, elle vient souvent de nous, et c'est parce qu'on n'a pas compris un élément ou pas compris un ensemble d'éléments, et donc du coup être capable de se poser, d'analyser un peu la situation et de se dire voilà, bon ben j'ai pas été performant à cet endroit-là ou à cet endroit-là, et il faut absolument que je trouve des solutions. Demander de l'aide n'est pas non plus un échec, hein. On a le droit de demander de l'aide, on a le droit de se faire conseiller, on a le droit de se faire aider. C'est vraiment pas comment dire, une partie de plaisir parfois de demander de l'aide, mais ça fait partie de la vie. Une autre phrase, encore une autre citation, tout seul on avance vite, à plusieurs on va plus loin, et c'est vrai que aujourd'hui de demander de l'aide à quelqu'un n'est pas une erreur. Il faut s'appuyer des connaissances des autres, il faut s'appuyer du savoir-faire des autres, et être en mesure aussi, quand on a obtenu un but, de dire voilà, je suis en capacité de remercier telle personne de m'avoir soutenu, aidé ou permis d'avancer un peu plus loin. Et ça n'est surtout pas un déshonneur de demander de l'aide à des personnes compétentes. Ah non, non, pas du tout. C'est important. Après, il faut s'appuyer, il faut s'entourer. Ça, c'est la vie, quoi. Ouais. Alors, on reviendra sur tous ces sujets après, parce que comme je sais que ton temps est compté, je veux absolument que l'on parle de ton rôle de président du jury du championnat du monde de la chocolatine et du championnat du monde de la chocolatine. Est-ce que tu veux nous parler de ce sujet ? Bah alors c'est un immense honneur d'avoir été demandé comme être président donc de la Coupe du Monde de la chocolatine. La Ligue fraternelle des artisans a très bien organisé ce concours. C'est un réel plaisir que de mettre en avant. Alors avant toute chose, on n'est pas dans savoir qui a raison entre pain au chocolat ou chocolatine. Ce qui est important, c'est le métier de boulanger, le métier de viennois, qui est un métier un peu en perdition, et surtout le fait maison, le travail artisanal, le bien exécuté, le bien mangé, et surtout derrière tout ça, ça coûte pas vraiment plus cher de choisir des bonnes matières premières et des bons produits, et qu'on peut faire plaisir aux gens sur des produits tels que le pain au chocolat ou la chocolatine ou le coco au chocolat ou tout autre produit que l'on pourrait appeler en Europe. Mais il n'empêche que le plus important, c'est vraiment de mettre en avant le travail artisanal et la sélection des bonnes matières premières. Le métier de viennois, évidemment, on parle de viennoiserie, mais on entend rarement parler du métier de viennois. Alors, le métier de viennois ou tourier est un métier qui a sa place extrêmement importante dans les boulangeries-pâtisseries. C'est la liaison entre la boulangerie et la pâtisserie. Le viennois est en mesure de maîtriser toutes les pâtes levées, toutes les pâtes levées feuilletées, feuilletage, mais aussi tout ce qui est fonçage, les pâtes sucrées. À la base, le métier de boulanger était tout ce qui touchait autour de la farine, donc les préparations de base. Et cette frontière mixte entre la boulangerie et la pâtisserie, c'est ce qu'on appelle la viennoiserie. Alors, pour revenir sur le championnat du monde, c'est la première édition, donc il y a tout à découvrir. Une organisation si pointue soit-elle, bon, il y a quand même des repères à prendre. Et toi, tu vas rester dans l'histoire parce que tu es le premier président du jury. Comment est-ce que tu abordes cette présidence de cette première édition du championnat du monde de la chocolatine ? Cette présidence, elle est comme toutes les autres présidences que j'ai pu faire dans d'autres concours ou dans d'autres événements. C'est plutôt un accompagnement des chefs d'orchestre pour que l'ensemble des partitions jouent à l'unisson. Derrière ça, on va avoir un jury qui va être exceptionnel. Alors moi, je ne rentrerai pas dans les notes. Je serai là pour voir s'il n'y a pas un candidat qui a été privilégié ou s'il n'y a pas eu un souci. Mais le fait d'avoir des professionnels, des candides, d'avoir
avoir des gens qui sont de divers horizons, ben, il faut bien quelqu'un qui soit en mesure de valider et de trancher les décisions. Et c'est le rôle du président de jury. Pas toujours un rôle très agréable parce que on peut avoir des différences sur tel ou tel point. Mais bon, au final, le meilleur produit et le plus bon produit ou gustativement parlant sera un gagnant et un atout. Alors pour les artisans, ils pourront communiquer sur cette Coupe du Monde de la chocolatine, puisque je pense que ça pourra être un argument commercial qui aura toute sa résonance et toutes ses valeurs dans le monde artisanal. Et c'est très important d'avoir des gens qui s'engagent dans cette voie de l'excellence, de transmission, de partage, de valeurs communes, en passant par un tout petit élément simple qui a créé son petit buzz avec donc Team Pain au Chocolat, Team Chocolatine. Mais le plus important, c'est vraiment de mettre en avant et de mettre en valeur le travail des artisans qui au quotidien est un travail qui est concurrencé, pas toujours de bonne façon. On est sur une concurrence un peu déloyale. C'est très difficile pour un artisan de rivaliser avec des produits industriels, mais j'ai bon espoir que demain les artisans avec un grand cœur arriveront à remettre en place ce produit qui est le croissant, le pain au chocolat ou la chocolatine. Quand tu dis il y a de la concurrence et c'est difficile de lutter en face des grands groupes, est-ce que tu veux développer un petit peu en quoi c'est sur le prix, c'est sur quoi là Alors, la concurrence, elle est sur plusieurs points. Le premier, c'est donc les volumes d'achat, effectivement, dans le monde industriel, où on va avoir une puissance de négociation des prix de matières premières. Une farine qui va être touchée, je sais pas moi, à 40 centimes par un industriel risque d'être quasiment au double du prix pour un artisan. Donc, il est clair que c'est très difficile pour lutter sur les matières premières parce qu'il y a un gros manque de volume. Et derrière ça, on a cette notion aussi de main-d'œuvre qui a un petit peu changé et diminué. Par souci de compétences ou par souci de difficultés où on a dit tiens voilà c'est très difficile de faire tel et tel produit, il faut des années d'études et autres, alors qu'en fin de compte une bonne recette, une bonne technique de feuilletage et de pâte levée feuilletée, on arrive à avoir un beau produit. Derrière, le travail n'est pas plus difficile de bien le faire. Et la deuxième point de la concurrence déloyale, c'est on n'a pas les mêmes conventions collectives. Un artisan va être sur la convention collective de la boulangerie artisanale avec des règles qui sont pas forcément les mêmes que pour la boulangerie industrielle ou la petite restauration. Des concours comme celui-là, des championnats comme celui de la chocolatine ou du pain au chocolat sont justement là pour mettre en avant tous ces métiers, toutes ces pratiques, pour faire une sorte, entre guillemets, d'éducation auprès du consommateur d'un produit par rapport à un autre. On est bien dans ce cadre-là. Le fait d'avoir ce concours, effectivement, va permettre de mettre en avant que malheureusement, parfois, tout le monde ne joue pas le jeu. Et le fait de poser des questions quand on est client, de se dire, voilà, comment vous fabriquez votre viennoiserie peut être un point peut-être de veille pour dire, voilà, c'est effectivement certains artisans qui tombent parfois dans la facilité et d'autres qui, tous les matins, se lèvent de bonne heure pour faire des produits de qualité. Et il est clair que ces personnes-là qui font un travail de qualité au quotidien doivent être mis en avant. Et ça, c'est très important, d'où cette communication autour de la Coupe du Monde de la chocolatine va permettre de mettre en avant des artisans qui font très bien leur travail au quotidien. Dans les points un petit peu qui peuvent être sujets à discussion, est-ce que, et par rapport au personnel qui travaille autour de la boulangerie, de la viennoiserie, est-ce que tu penses que alors en plus tu es formateur, est-ce que tu penses que la formation est bien faite? Est-ce que tu penses que les gens qui apprennent ce métier sont bien formés? Voilà. Qu'est-ce que tu penses de ça?
Alors, je pense que on est dans un monde où c'est toujours bien référencé, les référentiels sont vraiment bien faits, les formations sont vraiment bien faites. Maintenant, on touche à la condition humaine. C'est où est-ce que l'être humain règle son curseur de vouloir bien faire les choses? Et là, Ouais. on touche pas à la formation. La formation, je pense que tout le monde est capable de expliquer comment est fait une belle viennoiserie. Je pense qu'aujourd'hui, on a les moyens technologiques pour expliquer comment est-ce qu'on a un beau produit au final. Maintenant, est-ce que tout le monde en a envie? Ça, c'est autre chose. Exactement pareil que cette volonté de mettre une limitation à 50 km/h en ville. Est-ce que tout le monde la respecte? Je ne suis pas sûr. Donc voilà. Donc du coup, je pense que tout est bien référencé, même un peu trop encadré parfois. Mais derrière, c'est la condition humaine de chaque personne qui fait a-t-on vraiment envie de faire les choses bien? A-t-on vraiment envie de comment dire, de représenter un travail artisanal qui nécessite de la technique et parfois, par complaisance ou par peut-être manque de temps, ben, on tombe dans ces travers et cette facilité avec l'excuse du oui, on n'a pas de personnel, on n'a pas de salariés. Je pense que le plus gros problème de la boulangerie artisanale a été la multiplicité des gammes de fabrication. Aujourd'hui, on a des gens qui sont victimes d'un nombre monumental de produits différents et il est clair que cette multiplicité-là a pénalisé énormément la productivité et la rentabilité des entreprises. Il est clair qu'une entreprise artisanale qui fait 50 ou 60 variétés de produits différents tous les jours est victime de ça. Et parfois, réduire les gammes, faire un bon croissant, un bon pain au chocolat, deux, trois produits de pain, peut avoir une raison économique beaucoup plus intéressante que d'avoir une multiplicité et une diversité. Euh, le fait de remettre, enfin de mettre en avant l'intérêt de l'artisanat, il me semble que on revient justement sur ce que tu viens de dire. Au lieu de faire 50 sortes de pain, on va en faire que, je sais pas moi, une dizaine ou 5 ou 6, je dis n'importe quoi, mais que Très ce bien soit fait. un produit bien fait. Très bien fait. Il faut même pas se contenter du bien fait. Il faut que ce Oui, soit t'as raison. très bien fait. Ouais. Et je pense que moi, ce que je transmets aux jeunes, c'est que lorsqu'on se lève le matin et qu'on a fait des produits, on doit avoir pour objectif le lendemain d'être encore plus performant. Alors, plus performant ou par la rapidité d'exécution ou par la qualité, parce que faire tous les jours une qualité correcte, ça nécessite un savoir-faire. De temps en temps, faire les choses bien, ce n'est pas difficile. Et ça, par exemple, les cuisiniers, eux, sont confrontés au quotidien. Ils n'ont pas le droit à l'erreur. Les boulangers, c'est pareil, sont confrontés au quotidien. Ils n'ont pas le droit à l'erreur. Alors, seul, on est convaincu de ce que l'on peut faire. Malheureusement, seul, on ne fait pas grand-chose. Et souvent, dans les boulangeries, c'est souvent un travail d'équipe. Et il faut aussi composer avec l'envie de chacun, avec les exigences de chacun, avec la volonté de chacun de faire avancer les choses. Et et parfois, c'est un petit peu difficile. Et c'est clair que souvent, en pâtit la qualité des produits parce que on a des gens qui n'ont pas les mêmes centres d'intérêt. Mais le centre d'intérêt de nos métiers alimentaires tels que la boulangerie, ben, c'est la qualité et le travail bien fait au quotidien. Alors, est-ce que c'est un problème de motivation des gens? Est-ce que on est dans une perte de repères qu'il faut retrouver? Qu'est-ce qui se passe? Bah, Justement, c'est sans faire de démagogie, pendant des années, le travail a été un moyen de nourrir la famille et de remplir le frigo. Il faut savoir qu'il y a 60 ans, la quote-part du salaire pour 50% était dédiée à l'alimentation. Aujourd'hui, la quote-part d'un salaire dans un foyer pour 50% est dédiée au loisir. Donc effectivement, on a certainement eu un glissement de souhaits ou de valeurs des choses qui ont glissé plutôt sur le confort, le loisir. Tout le monde va rouspéter aujourd'hui qu'une baguette à 1 euro ou qu'un produit de pain au chocolat à 1 euro, c'est cher, mais personne ne s'émeut qu'un abonnement de téléphone portable à 80 euros coûte cher. Donc je pense qu'on a aussi perdu ces valeurs qui étaient les nôtres au début du siècle dernier. Alors effectivement, il ne faut pas être passéiste, hein, il faut être moderne, mais on ne peut pas rouspéter parce qu'une baguette coûte 1 euro et qu'elle coûte cher. C'est vrai que 30 euros par mois avec une baguette par jour,
ça peut coûter de l'argent, mais il faut pas non plus s'émouvoir quand on a 4 abonnements de téléphone portable dans une maison ou dans un foyer qui coûte certainement beaucoup plus cher. Et alors, ça veut dire que pour la formation, quand toi tu fais de la formation, il y a tout l'aspect technique, mais est-ce que tu travailles justement sur ces aspects un peu psychologiques c'est pas de la psychologie, mais c'est d'amener les jeunes à comprendre que aujourd'hui on a des traces de tout en permanence. Donc ce qu'ils vont publier sur Facebook dans leur jeune âge, il faut pas qu'ils le regrettent quand ils soient un peu plus avancés. Ce qu'ils vont aujourd'hui mettre de côté sur une petite rémunération à 400 € quand ils vivent au domicile familial, s'ils sont pas capables de mettre un petit peu d'argent de côté, ben je leur explique qu'au bout de quelques années, quand ils iront voir le banquier dit mais attendez, quand vous étiez chez vos parents et que vous aviez 400 € par mois, vous n'avez pas été capable de mettre 1 euro de côté. Comment voulez-vous qu'on vous prête de l'argent aujourd'hui? Et c'est clair qu'aujourd'hui, on est dans une société où il y a des traçages, où il y a du flicage, où il y a des renseignements qui sont donnés, alors parfois à but positif, mais parfois aussi à but négatif. Mais on est enregistré en permanence. La preuve, on est enregistré là. Voilà. Et on a une trace de tout le temps. Et ce que j'explique aux jeunes, c'est vraiment ces points-là, c'est de pouvoir être en capacité de montrer en permanence, et c'est très difficile, de montrer en permanence sa bonne foi, de montrer en permanence qu'on fait les efforts bon, parfois, on est confronté aux accidents de la vie, mais on a quand même cette chance en France d'avoir beaucoup de protection. Quoi qu'on puisse critiquer ce beau pays, on a quand même beaucoup de protection. Et il faut juste voyager dans d'autres pays comme l'Afrique, par exemple, où il n'y a rien. Et il n'y a que ceux qui sont favorisés qui peuvent s'en sortir. Et c'est vrai qu'en France, on a cette chance-là, c'est qu'on a quand même pour tout le monde des soins, on a pour tout le monde de l'école, on a pour tout le monde un minimum qui est quand même très confortable, quoi. Ce confort a un prix, c'est vrai, mais on est loin quand même d'être un pays arriéré, quoi. Très loin, très loin. On oublie parfois de le dire, mais on entend en ce moment sur les ondes quand même de temps en temps des journalistes qui rappellent ces choses-là à propos de notre pays ou à propos de l'Europe en général par rapport, comme tu le dis, à ce qui se passe ailleurs. Dans tes formations, comment est-ce que tu sens les jeunes aujourd'hui? Alors, ça va se décomposer en plusieurs parties. On a les jeunes qui ont vraiment des projets professionnels forts parce qu'ils ont fait un petit peu d'études supérieures où là, ils vont s'engager dans les métiers alimentaires avec vraiment un projet. Ensuite, on a les jeunes qui sont arrivés là par le système normal ne voulait plus d'eux. Et on a ce miracle de l'apprentissage où avec un métier, on arrive à les raccrocher à des vraies valeurs, à un travail, à se lever le matin pour aller travailler, à faire des belles choses. Et puis, on a malheureusement les incompris qui même en faisant la meilleure volonté du monde, ça sera toujours très compliqué de les mettre sur des bons rails. Alors, il faudra beaucoup plus de temps, il faudra certainement aussi plus de moyens pour y arriver, mais malheureusement, on sait très bien que parfois, c'est peine perdue, quoi. Ouais. Est-ce que tu penses qu'on est encore sur métier manuel, voie de garage? On est encore sur ce schéma-là en France, ce qui est extrêmement dommageable. Aujourd'hui, on sait très bien que l'intelligence de la main a au moins l'équivalence de l'intelligence dite du cerveau. Il faut un sacré cerveau pour pouvoir faire fonctionner ses mains, ce qui n'est pas toujours le cas dans l'autre sens. Malheureusement, on a stigmatisé les métiers manuels et les métiers intellectuels. C'est pour moi une hérésie. Et un gros souci parce que ces codes-là, ces non-dits existent encore et il est clair que un informaticien, un programmateur informatique va gagner certainement plus qu'un boulanger. C'est un petit peu dommage. On parle aujourd'hui d'équité, on parle aujourd'hui de mise à niveau de l'homme et de la femme au même niveau, ce qui est normal, il faut absolument, mais on devrait aussi mettre les manuels et les soi-disant intellectuels aussi au même niveau. Ça serait, alors le soi-disant est peut-être un petit peu fort, on devrait mettre les manuels et les intellectuels au même niveau sociétal, ça serait certainement aussi intéressant.
Oui, bien. Tu sais, je connais quelqu'un, j'avais un boucher qui n'est plus là maintenant, et il avait un frère, ils étaient quelques années d'écart, et il y en a un qui a fait des études de médecine, donc a été médecin, et l'autre qui les études, ça l'embêtait, ben il a été boucher. Et le médecin, il était fou, il rigolait, mais il était fou, furieux, parce que son frère boucher gagnait plus d'argent que lui, médecin. Mais moi, j'en suis convaincu hein, que les gens qui travaillent manuellement et qui font des choses extrêmement intelligentes arrivent à s'en sortir. Le souci, c'est que le travail manuel, c'est souvent transformé par l'ère industrielle, avec un travail à la chaîne, avec ce mono travail ou cette monotâche qui était exécutée par des gens qui allaient serrer le même boulon des milliers de fois dans une journée. Ouais. Effectivement, le travail manuel artisanal n'est pas un travail où on va répéter à l'extrême tout au long de la journée. On va créer, on va faire des nouveautés et cette intelligence de la main va permettre de comprendre les différents soucis, comment se comportent les matières premières, parce qu'il ne faut pas oublier que le travail de boulanger, c'est un travail de matière vivante, et même si c'est pas de la matière consciente, c'est de la matière vivante, et il faut en permanence s'adapter par rapport aux saisons, par rapport à l'humidité, par rapport aux conditions climatiques, et voilà quoi. Pour moi, tous ces métiers de bouche sont vraiment, et même pas que ces métiers-là, je dis toujours, j'ai un cousin qui est chaudronnier, il est nouvellement à la retraite maintenant, mais il s'est éclaté dans son métier, quoi. Il a créé des pièces, il a fait jouer son intelligence, son cerveau, l'intelligence de ses mains pour créer des pièces magnifiques pour le nucléaire, pour d'autres systèmes, pour le médical. C'est absolument, je dis que pour moi, tous ces métiers-là en fait, vous êtes des artistes. Parce que alors, le mot artisan et le mot artiste commencent de la même façon. Hein. Absolument. Il est clair que tout artisan a cette fibre artistique en lui. Alors peut-être certains se voient mieux que d'autres, mais il n'empêche que le fait de créer au quotidien et de faire plaisir aux gens sur de la répétition au quotidien, comme une boulangerie ou de la pâtisserie ou de la charcuterie ou tous les métiers alimentaires, il faut quand même être sacrément intelligent pour pouvoir fabriquer ce genre de produits au quotidien et de faire plaisir aux gens. Faire plaisir aux gens, c'est pas si simple que ça. Je veux bien le croire. Pourquoi tu as fait ce métier ? Ce métier, je l'ai fait parce que conditionné depuis mon plus jeune âge. Mon père et mon grand-père étaient boulangers. J'ai grandi dans un fournil. Je ne voyais pas faire autre chose que ce métier, même si je l'ai fait de façon différente de mon père et de mon grand-père. Il n'empêche que aujourd'hui, la boulangerie est mon ADN et mon moi. Sans vouloir faire de la psychologie, mais Ouais. je suis boulanger, je serai boulanger et je mourrai boulanger, ça c'est sûr. Ouais. En regardant ton parcours, effectivement, c'est un parcours différent. J'ai vu que tu avais fait un bac S. Tout à fait. Hein. Donc, tu n'es pas à 14 ans, t'as pas dit bon ben t'es capable de rien faire. Donc toi t'es allé jusqu'au bac S. Tu as voulu avoir une très très bonne formation, un peu plus que générale, parce que le bac S on met déjà un petit peu le pied dans le scientifique et dans ces notions de découverte et de curiosité justement de la matière. Alors pour la petite histoire, à la suite de mon bac, j'étais accepté en maths sup, maths spé. Je pouvais continuer après le bac sans difficulté, mais moi je voulais être boulanger. Alors maintenant avec le recul, hein, à 40 ans, 41 ans bientôt, je peux dire que j'aurais dû continuer. J'aurais dû continuer sur du BTS management, sur du marketing et autres. Ça m'aurait construit certainement différemment. Mais j'avais aussi à l'époque à cœur de démontrer que on n'était pas forcément idiot pour devenir boulanger. En 96, après un baccalauréat, faire un CAP, je vous laisse Oui. imaginer ce que j'ai pu prendre Oui. dans la tronche.
par des gens qui étaient soi-disant des orienteurs. Je me rappellerai toujours d'un forum d'orientation où j'avais accompagné un copain où la dame me dit qu'est-ce que vous allez faire vous? Je dis moi je vais être boulanger. Elle me dit vous faites quoi actuellement? Je fais un bac S. Mais elle me dit mais vous êtes fou? Mais non, je suis pas fou. Je sais ce que je veux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui mettre des gens dans des cases et en fonction des cases choisies on détermine plus ou moins ce qu'il va devenir, c'est une hérésie et c'est juste, c'est encore impensable de penser ça en 2020. On le pensait en 96, je pensais que c'était arrêté et révolu. Malheureusement, je me rends compte que les gens qui sont dans les filières baccalauréat, on leur dit non, non, il faut continuer avocat, médecin, chimiste, tout ce que tu veux, mais certainement pas leur possibilité de devenir charpentier, boulanger ou un travail dit manuel, parce qu'on oppose encore le manuel et l'intellectuel aujourd'hui en 2020 en France. Encore, mesdames, messieurs, si vous avez des enfants qui vous posent un peu problème pour l'orientation, j'espère que vous avez bien noté ce que vous a dit notre ami Sylvain Herviot à propos de tous ces sujets. Il est clair que moi, ça m'a toujours affecté de mettre des gens dans des cases. Moi, ça me gêne fondamentalement. Ouais. D'être capable de définir une orientation à 14 ans de quelqu'un. Aujourd'hui, on est en mesure de changer de métier à plusieurs reprises durant son parcours professionnel. Et il faut arrêter de croire que si on a fait pendant 10 ans tel métier, c'est un frein ou un boulet pour pouvoir s'éclater dans d'autres choses. On sait très bien aujourd'hui que sur 40 ans d'activité professionnelle, on a les capacités de pouvoir rebondir en permanence. On a aussi cette chance, parce que c'est une chance, qu'on a le système éducatif qui donne des équivalences. Et ça, c'était pas une grande découverte, mais une grande révolution de pouvoir mettre des ponts de liaison en fonction de certains niveaux. Et ces équivalences-là ont vraiment fait beaucoup de bien au parcours professionnel des gens. Maintenant, il est clair que sur la formation de base, lorsque l'on est en cinquième ou en quatrième et qu'il faut se positionner pour faire tel et tel métier, c'est juste très dur de demander à un adolescent de 14 ans qu'est-ce que tu vas faire plus tard. Moi, je comprends la difficulté. Alors, il y a des vocations, il y a des gens qui savent dès le plus jeune âge. Moi, je savais depuis tout jeune que je voulais être boulanger parce que j'étais aussi conditionné dans l'entreprise familiale. Mais moi, il faut permettre aux gens qui ont envie de rêver d'accomplir leurs rêves. C'est quelque chose qui est indéniable. Il faut rêver, il faut y aller. Alors, j'ai plus la phrase de Saint-Exupéry en tête, mais il disait fais de ta vie un rêve et de ton rêve une réalité. Et c'est juste merveilleux. Oui. Et ce que tu viens de dire à propos des équivalences fait que peut-être on va aller en France vers l'idée que avoir plusieurs métiers n'est pas une tare, mais justement un cumul d'expériences. Parce qu'aujourd'hui, de toute façon, on le voit aujourd'hui dans les grands groupes, c'est ce qu'on appelle la gestion des ressources humaines. Et cette gestion des ressources humaines, lorsqu'elle est bien faite, permet de optimiser et de favoriser le développement d'une entreprise. Si on se rend compte qu'un salarié a des talents de tel ou tel domaine, c'est toujours une valeur ajoutée et certainement pas un handicap. C'est ça le problème, quoi. C'est que pendant des années, on a considéré que ce qui n'était pas la raison même du métier, tout le reste à côté était du handicap. Moi, je vois des jeunes qui sont des athlètes, qui sont des footeux, qui sont des judokas, etc. Et cet équilibre-là leur permet certainement un équilibre que moi je n'ai pas connu, puisque mis à part de la boulangerie, j'ai pas fait grand-chose. J'ai jamais fait de judo, j'ai jamais fait de sport, j'ai fait que de la boulangerie. Mais il faut avoir des centres d'intérêt qui ne soient pas uniques. Il faut une multiplicité. Il faut être libre et libre de pouvoir lire, de pouvoir découvrir, de pouvoir se renseigner. C'est de pouvoir parler plusieurs langues. Parce que ne pas communiquer seulement qu'en français, le fait de pouvoir échanger avec différentes cultures, le fait de pouvoir, c'est un capital avec une valeur ajoutée qui est énorme. Énorme. Ouais, énorme. J'imagine que tu vis ça quand tu vas en Chine, par exemple, faire de la formation. Alors, en Chine, moi, effectivement, en Chine, c'est pour former des gens, c'est vrai. Mais le plus beau challenge était l'Afrique. Aujourd'hui, ah oui.
d'avoir créé une boulangerie avec un ancien élève à moi dans le pays le plus pauvre du monde, et d'avoir professionnalisé plus de 200 personnes, et aujourd'hui de faire vivre 1000 familles grâce à une boulangerie dans le pays le plus pauvre du monde, a été certainement l'une des plus belles richesses qui ait pu m'être offerte, hein, parce que je vois ça comme un cadeau. Hein. Le fait d'avoir été dans le pays le plus pauvre du monde, qui est quand même le Burundi, avec toutes les difficultés que le Burundi possédait à cette époque, on a réussi à créer quelque chose de merveilleux. Bon, après, donc là, moi, l'aventure va se terminer dans quelques semaines, mais il y aura d'autres aventures, il y aura d'autres. Non, mais ça veut dire que quand tu dis ça va se terminer, la boulangerie, elle est là, elle va continuer. Ah oui, la boulangerie va continuer, mais pour ma part, moi, toi, tu as fait ton boulot. Moi, j'ai fait mon devoir. Tu as fait ton devoir. Il est temps pour moi de laisser la main aux gens du pays à gérer cette boulangerie-là, et puis on repartira sur d'autres projets. Absolument, mais ça veut dire que tu as vraiment bien fait ton travail, tu as donné la motivation, tu as formé les gens, et tu leur as appris à pêcher, et non, tu leur as pas donné le poisson, tu leur as appris à pêcher. C'est ce que disait Gandhi. Hein. Gandhi disait ça ne sert à rien de donner du poisson à quelqu'un, apprenez-lui à pêcher, ça sera plus profitable. Et il est clair que il est beaucoup plus profitable de donner les clés pour ouvrir des portes à quelqu'un que de lui ouvrir la porte. Donc vraiment, j'ai vu ça dans ton parcours. Je me dis, il faut absolument que Sylvain me parle de cette expérience. Donc revenons un petit peu. Tu avais un élève du Burundi avec toi. Non, pas du Burundi, pas du Burundi. Alors c'est totalement anecdotique. Hein. Il n'y a rien de normal dans cette histoire-là. J'ai un élève qui a un doctorat en langue étrangère, doctorat en langue arabe exactement, qui vient me voir. Il me dit voilà, j'enseigne l'arabe en université, j'enseigne l'arabe à différents services en France. Je veux être boulanger et je veux apprendre avec toi. Comment est-ce qu'on peut faire? Alors, je lui dis, on va s'inscrire et puis on va faire des cours, puis on va apprendre le métier de boulanger. Donc, il a passé son CAP, il est venu après avec moi pour passer son brevet professionnel, et il a réussi aussi à passer son CAP pâtissier. Et puis, à la suite de ça, il me dit, c'est bien, vous êtes meilleur ouvrier de France, vous avez entraîné l'équipe de France pour la Coupe du Monde, mais est-ce que vous seriez capable de faire une boulangerie dans le pays le plus pauvre du monde? Et comme moi, je me viens partir d'une page blanche, je lui ai dit, allez, on y va, on se lance dans l'aventure. Et l'aventure était quand même plus simple, parce que sa femme avait un oncle qui possédait un bâtiment dans la capitale de Bujumbura au Burundi. Et ce bâtiment-là était plutôt dédié au lavage de voitures et à la vente de pneus. Et au final, on a créé dans cette office une boulangerie qui est devenue la référence pour le pays, et qui est aussi devenue un espoir. On a des gens qui ont quitté le fonctionnariat public pour venir travailler à la boulangerie, et puis on a créé quand même un ascenseur social juste énorme pour des Burundais, avec une volonté. Alors il y a eu plusieurs étapes. Hein. Bon, aujourd'hui, les investisseurs de la boulangerie ont décidé de reprendre les choses en main et de se débarrasser un peu des étrangers, mais c'est pas grave. Ils ont aujourd'hui en main un magnifique outil, et cet outil-là, pendant 8 ans, on l'a façonné à notre façon. Aujourd'hui, 98% du personnel est burundais. 90% de la clientèle est burundaise, alors qu'au départ, on a eu la chance d'avoir 90% d'expatriés qui venaient de nos clients, avec 10% du pays. Ouais. Et puis, ça s'inverse. Et puis la crise est arrivée par là, crise humanitaire, crise politique. Et puis à la suite de cette crise, on a recentré l'activité pour plus coller à la réalité burundaise. Et aujourd'hui, le Burundi a cet emblème qui s'appelle donc le Café Gourmand, et qui est un merveilleux point de rencontres, de découvertes, on peut se restaurer. Voilà. Ah oui, donc vous avez créé à côté de la boulangerie d'autres services. Tu parles de restauration, tu parles de lieu de rencontre. C'est un lieu de vie. Il y a une activité de salon de thé, il y a une activité de restauration qui a été créée. Donc effectivement, le projet, il est aujourd'hui, il est mûr. Hein. On est sur un projet qui a sa réalité économique, avec tout ce qui incombe de difficultés. Mais il est clair que cette boulangerie-là a permis de sauver des familles, et on a des gens qui y travaillent et qui sont
qui sont bien formés, qui travaillent très très bien. Je pense que la plupart pourraient venir travailler en France. Ils seraient loin d'être ridicules. Et aujourd'hui, la fait de professionnaliser des gens dans leur pays sans les désociabiliser, sans les amener en France, et juste, je pense que c'est plus valeureux que de dire à quelqu'un viens en France et puis de se retrouver à faire le ménage. Bien sûr, bien sûr. C'est tout le monde est gagnant. Et alors, est-ce que cette boulangerie a essaimé? Oui, donc vous avez créé d'autres boulangeries, c'est-à-dire qu'à partir de cette boulangerie-là, ça a essaimé dans le pays. Non. Il y a qu'un seul magasin. Il y a qu'un seul magasin. Il y a quelques petits points de vente qui ont été mis en annexe de la boulangerie, mais il y a qu'une seule boulangerie, quoi. D'accord, ok. Alors revenons un petit peu. Quand toi tu as dit à ton père, tu as dit bah voilà, je pourrais aller faire maths sup, mais je veux faire de la boulangerie. Quelle a été la réaction de ton père? Oh bah mon père, il vient de passer là, donc c'était une très grande fierté pour lui. Il avait créé à l'époque quelque chose qui était aussi sur le devant de la scène. Il s'était développé, il s'était agrandi, il avait fait des investissements qui étaient certainement pour moi. Malheureusement, la vie a fait qu'en 2004, quand j'ai été en finale des MOF et que j'ai échoué, ça a un peu perturbé les plans de tout le monde, notamment aussi les siens. Il pensait que j'aurais repris l'activité familiale. Je lui ai annoncé que je ne prendrais pas l'activité familiale, ce qui, je pense, aujourd'hui était une chance pour lui. Maintenant, je pense qu'il a été un peu déçu et un peu vexé que je ne reprenne pas la boulangerie familiale. Maintenant, moi, mon chemin, il était clair. Je voulais être meilleur ouvrier de France. Il fallait par la porte ou par la fenêtre que j'y arrive, et je me suis mis les moyens de côté au risque même de décevoir mon père, et voilà, quoi. Oui, bon, tu t'en es pas mal sorti quand même. Oui, mais pas mal sorti, mais bon, il faut se battre, quoi. Il faut se battre. Il y a rien sans rien, quoi. Oui. Dis-moi, alors j'ai une autre question. Quand on va sur ta page Facebook, voilà ce qu'on voit. Alors, je dis, il faut qu'il m'explique là. Donc on a Blaise Pascal, cet Auvergnat de génie avec effectivement sa première machine à calculer, la balance. Pascaline, effectivement. Alors Blaise Pascal, cet Auvergnat de génie, c'est le thème de la pièce du MOF en 2011. Donc cette pièce est intégralement réalisée en pâte morte, donc en pâte à pain. Tout ce qu'on voit là, c'est en pâte à pain. Oui, il n'y a rien d'autre que de la pâte à pain sur cette pièce. Je me suis dit, s'il a mis là, c'est que ça doit être de la pâte à pain. Mais comment il a fait ça? C'est incroyable, mesdames, messieurs. Allez sur la page Facebook de Sylvain Herviot. Voilà, vous verrez une table avec une balance, la première machine à calculer de Blaise Pascal, des outils, des livres, une bougie, des poids pour la balance Roberval. Et vous Tout à fait. Dites, alors, il fallait sur le thème de cette pièce mettre en évidence l'ensemble des domaines de prédilection de Blaise Pascal. Alors Blaise Pascal était juste complètement fou. Il était doué de mathématiques, il était doué de littérature, il était doué de tout un tas de choses qu'il fallait mettre sur une pièce artistique en boulangerie. Et donc, du coup, en 2010, quand le sujet est tombé, je me suis dit comment faire pour mettre en avant un homme avec autant de talent. Alors, tomber dans le cliché du billet de 500 francs me paraissait une erreur. Je me suis dit, ce monsieur, il devait avoir un bureau. Et comment devait être le bureau de Blaise Pascal à son époque. Et donc, du coup, je suis parti sur cette pascaline ouverte comme s'il l'avait démontée, cet outil de pression Pascal démontré parce qu'il avait démontré que c'était pas la hauteur d'eau c'était pas le poids de l'eau dans un tube qui faisait que le clapet s'ouvrait, mais que c'était la hauteur d'eau. N'importe quel volume utilisé, arrivé à une certaine hauteur, le petit clapet s'ouvrait. Et puis ensuite, donc, toutes ces pensées philosophiques, le cœur a ses raisons que la raison ignore, et tout un tas d'éléments. Et puis sur le devant, il a donc 2 feuilles de brouillon. Sur une des feuilles de brouillon, on a le théorème des coniques, et puis on a la pyramide de Pascal avec ce fameux le chiffre du dessus additionné sur le chiffre du côté donne le chiffre du dessous. Et donc voilà. Et Pascal était un avant-gardiste, un homme brillant, et
que la boulangerie a pu rendre hommage en 2011 et je suis fier d'avoir fait partie de ça. Alors ça, c'est vraiment incroyable. Tout est en pain. Oui, tout est en pain. Mais y compris les petits, le tournevis, là, la clé, Tout est en pain. la bougie, pain, sans coloration, colorant. Ce n'est qu'avec des colorants naturels. Le sous-main est fait en encre de sèche et en farine brûlée. Les feuilles de papier. Les feuilles de papier, c'est de la farine et du blanc d'œuf séché entre deux presses, comme du papier mâché en fin de compte, quoi. C'est incroyable. Et la plume pour écrire, comment t'as fait? Alors, la plume pour écrire, elle a été faite sur la même base que les feuilles et elle a été travaillée et poncée avec un petit outil juste merveilleux qui s'appelle une Dremel, sans faire de publicité. Et avec cette Dremel-là, on arrive à pouvoir affiner. Je crois que la plume de mémoire, elle pèse 2 grammes ou 3 grammes. Le but en 2011, pour moi, c'était pas de faire une pièce artistique avec un sens artistique qui n'aurait été compris que par peu de personnes. Ce que je voulais, c'était une pièce artistique, mais hyper réaliste. Je voulais que tout ressemble quasiment à l'identique. Et ça a été des heures et des heures de conception, de choses qui ont cassé, de choses qui étaient en quadruple, j'imagine, en quintuple. Ouais. Pour présenter ce jour de la finale à Cournon d'Auvergne, dans le zénith de Clermont-Ferrand, cette pièce devant public. Donc, alors attends, la table, elle n'est pas en pain. La table, elle n'est pas en pain quand même. Si, le bureau est en pain aussi. Non. J'ai pris des cours de menuiserie l'année du MOF. Et d'ailleurs, j'aurais dû écouter mon prof de menuiserie qui m'a dit, voilà, il me dit, tu n'as pas le droit d'utiliser les machines tant que je t'aurais pas fait une formation sécurité. J'ai fait la formation sécurité, il m'a expliqué le fonctionnement des machines. Alors, de temps en temps, il a été présent avec moi pour me guider un peu sur quel outil utiliser et autres. Mais le bureau est aussi en pain, quoi. Il est fait en tenon et mortaise et c'est le dernier bloc qui est dans le fond à gauche qui tient tous les autres blocs, quoi. Ah ouais. Comme un gros Lego, quoi. Non, mais c'est absolument inimaginable. J'ai commencé par ne pas y croire, et même après, je me suis dit, s'il le met, c'est que c'est lui qui l'a fait, c'est que c'est du pain. J'ai eu du mal à croire que c'est du pain. J'imagine la tête du jury du MOF quand ils ont vu ça. Alors après, il y a eu des belles pièces par le passé, hein. Il n'y a pas que ma pièce, hein. Il y a Oui, j'imagine. Il y a d'autres pièces. Bon, après, je suis fier de cette pièce. Mais ce qui me gêne, c'est que cette pièce-là reste pour l'histoire et qu'en 2004, pour moi, hein, ma pièce du MOF en 2004 était nettement encore plus jolie que celle-là. Et elle restera pas dans l'histoire et c'est ça qui est dommage, quoi. Pourquoi tu dis qu'elle ne restera pas dans l'histoire? Parce qu'il n'en reste plus rien. On est sur de la pâte à pain, donc on est sur oui. Il doit me rester 1 ou 2 photos de ma pièce sur le cinéma en 2004. Et moi, je préférais fondamentalement ma pièce sur le cinéma que celle-là. Mais il n'empêche que celle-là, ma volonté, c'était vraiment je fais un crayon, je fais un crayon. Je fais une plume, je fais une plume. C'est-à-dire que je ne présenterai pas sur le bureau quelque chose qui ne ressemble pas à la réalité du produit. Les livres, c'est pareil, hein. Les livres, ils ont été faits en plus d'une vingtaine d'étapes. Pour que ça ressemble à de vrais livres anciens, quoi. Oui, on voit que il y a 4 livres là, on a vraiment 5 livres. On a vraiment l'impression que ce sont des livres anciens. En tout cas, bravo. Allez voir la page, encore une fois, la page Facebook de Sylvain Herviot. Et ce que vous voyez, mesdames, messieurs, est du pain, de la pâte à pain, de l'eau et du sel. Voilà, alors, du sel ou du sucre, hein, mais on n'a pas de levure, on n'a pas d'agent de fermentation dans ces pâtes-là, et en fonction de l'épice que l'on va mettre, du curry, du curcuma, en fonction de la poudre de cacao qu'on va utiliser, en fonction de certaines farines, de certaines torréfactions de farine, on va obtenir différentes teintes, et ce sont donc toutes ces teintes-là qui sont sur le produit, puisqu'il n'y a aucun colorant utilisé en boulangerie, quoi. Oui. D'ailleurs, est-ce que tu as mis sur papier, j'imagine, toutes les étapes de fabrication de tous ces objets? Justement, tu parles de torréfaction. Je n'ai jamais mis sur papier les élaborations de cette recette-là, mais tout est dans ma tête. C'est absolument magique. Déjà que je trouve absolument magique qu'avec 3 ingrédients, de la farine, de l'eau, du sel, on fasse autant de belles choses.
Ben, nous, entre nous, c'est vrai qu'on trouve ça relativement facile, même si c'est que du travail. Mais moi, je suis totalement admiratif quand je vois un beau meuble, quand je vois une belle pièce, parce que moi, je suis un grand amoureux du travail et j'aime voir le travail, mais pas forcément quelqu'un qui travaille, mais le résultat du travail, je serais toujours admiratif et je suis toujours admiratif quand je vois les expositions des travaux des meilleurs ouvriers de France. En 2011, je me rappellerai d'une porte déformée avec un ballon de foot faite par un menuisier qui était juste exceptionnel, des petits tonneaux dorés magnifiques, des pièces de gravure qui faisaient moins d'un demi-centimètre et quand on regardait au microscope, on avait quasiment le Mont Saint-Michel dedans en relief. Donc voilà, Wow. Ouais. je suis amoureux du travail et j'aime les gens qui ont du talent et qui passent du temps à faire de belles choses, quoi. C'est ça les artistes, c'est ça l'artisanat, c'est vraiment absolument fabuleux. Et ça m'amène à la question, à cette question qui est aussi toujours dans l'idée pour aller vers les jeunes et leur expliquer ce que c'est. Quelles sont pour toi les compétences qu'il faut avoir pour être boulanger en l'occurrence? Alors, la première des choses, c'est la rigueur. Si on n'est pas Ouais. rigoureux, c'est extrêmement compliqué. La rigueur, être en bonne condition physique quand même pour être boulanger. Faut pas être fragile, il faut pas être chétif. C'est vrai que aujourd'hui, on a quand même si les poids des sacs de farine se sont allégés, on est quand même sur un travail qui est quand même relativement dur. Il faut aimer son métier, avoir envie de l'exercer correctement, toujours être à la recherche de la perfection et du dépassement de soi. Donc voilà, mais c'est vrai que le travail, la rigueur et l'envie de bien faire sont des qualités nécessaires pour être boulanger, quoi. Et avec de la passion. Oui, ben, c'est ce qu'on enveloppe Ouais. sur la passion, être garant aussi de la tradition, hein. Il faut être garant de ce qu'a pu nous laisser les anciens, même si les matières premières ont changé. Il y a des codes en boulangerie qui sont liés à l'ancienneté. Et certains me disent voilà, mais pourquoi c'est comme ça? Ben, parce que c'est comme ça, parce que les anciens ont mis des codes en place, notamment par exemple la présentation du pain. La grille, elle se fait à gauche et on ne coupe pas à l'envers et il y a des codes. Et même si ces codes-là ne sont pas écrits, ce sont des codes qui sont institués et qui sont normalisés aujourd'hui, alors par respect aussi des anciens. Il faut savoir que le premier métier de boulanger était celui qui mélangeait de la farine et de l'eau, mais on avait aussi un autre métier qui était celui de brigadier. Et le brigadier était celui qui cuisait. Et le Ah brigadier oui. était le chef de la brigade. Et ce chef de brigade-là était garant de la bonne fabrication des pâtes, donc du boulanger, et il cuisait les pains et il donnait à son apprenti la mission de présenter ses pains au magasin. Et souvent, le brigadier, le matin, il allait faire le tour de toutes les boulangeries du secteur pour voir qui avait le plus beau pain tous les jours au quotidien. Donc voilà, il faut rendre aussi hommage aux codes de notre métier qui sont dans l'immatériel de la boulangerie, quoi. Absolument. Et le futur se bâtit sur l'histoire, hein. Oui, alors il se bâtit sur l'histoire à condition que les fondations soient solides et fortes. Nous sommes Bâtir des d'accord. châteaux de sable ou de la médiatisation instagramisée ou facebookisée par des gens qui ont fait un produit, une photo et qui l'ont mis, c'est pas forcément très très valeureux. Le travail au quotidien doit être aussi plus important que juste faire un beau produit et de le mettre en photo. Justement, comment, tu me tends vraiment la perche là, comment est-ce que depuis que tu as commencé ce métier, comment est-ce que l'as vu évoluer? Comment est-ce que tu le vois évoluer? Je regarde l'évolution avec un peu de tristesse. Malheureusement, il est clair que on est un peu tombé dans la facilité. Il faut rendre les choses un peu plus faciles, mais l'excès de facilité fait qu'à un moment de temps, on perd un peu certains codes et certaines valeurs. Hmm.
Le métier de boulanger va évoluer, il va se diriger malheureusement sur de la grosse chaîne et de la grosse production avec un Tu penses, local. pardon, je te coupe, tu penses réellement ça? Parce qu'aujourd'hui, justement, tout ce que vous faites, vraiment, vous battez la farine, là, pour dire aux gens, faites attention, allez vers vraiment des artisans, Ouais. Le problème aujourd'hui, c'est qui est réellement encore artisan, qui est réellement. On sait très bien que parfois, on peut cacher un peu les choses avec un peu de bois, un peu de fausse pierre, et on arrive à faire croire aux gens que le bois et la pierre, voilà. Il faut faire attention à ce que l'on voit. Il faut être aguerri. Et aujourd'hui, il y a des grandes enseignes qui surfent sur des noms à connotation un petit peu ancestrale, qui va comment dire, pas trahir, mais qui va occulter un peu la réalité. oui. L'artisanat est un métier qui doit rester dans le patrimoine français. Malheureusement, pour revenir sur l'évolution, je pense que la boulangerie va s'orienter sur de la grosse production avec plusieurs magasins. Et puis, on aura à côté de ça des niches de gens professionnels de haute qualité qui seront sur quelques boutiques. Mais effectivement, la boulangerie artisanale, comme on l'a connue, ne va pas revenir, à mon avis, pas de sitôt, quoi. Est-ce que ce processus artisanal pourrait être, tout en gardant l'idée, la morale, les codes, est-ce que ce processus artisanal ne peut pas être un petit peu industrialisé? Est-ce que c'est pas possible? Le problème, c'est que on doit peut-être s'adosser, mais il y a une certaine ligne rouge qui ne doit pas être franchie. Et cette ligne rouge qui ne doit pas être franchie, c'est l'adjonction d'additifs qui Oui. pourraient être un petit peu controversés, de vouloir avoir une certaine sécurité sur les matières premières et d'avoir des produits qui soient à l'identique. Il est clair qu'aujourd'hui, le travail d'un artisan, comme un artisan boucher, c'est d'aller sélectionner ses bêtes dans un champ pour pouvoir travailler la viande à sa façon. Aujourd'hui, un boulanger doit être en mesure aussi de savoir comment est planté un grain de blé. Et pendant des années, on est tombé dans un système un petit peu d'ignorance où on a des boulangers qui ont juste ouvert un sac de farine et parfois mis de l'eau à l'intérieur et c'est tout. Et il faut être en mesure de pouvoir connaître l'ensemble de la filière. Il me semble que c'est plus valeureux et plus louable que de tomber dans des travers où on prend un sac de farine, on rajoute un petit peu d'agent de fermentation et on obtient un pain qui sera certainement tous les jours régulier, c'est vrai, mais qui n'aura pas d'âme, quoi. Ouais, j'avais été effaré, sur un reportage où le journaliste demandait au boulanger d'où venait sa farine. Et le gars il dit mais j'en sais rien. C'est effectivement il avait pris le cutter, il avait ouvert le sac et il avait mis. Voilà. Le problème, c'est que beaucoup de métiers manuels ont été victimes un petit peu de ce qui s'est passé en agriculture. C'est qu'il y a eu une course à l'équipement, une course à la productivité, une course à la rentabilité, parce que au final, on a aussi une clientèle qui n'était pas capable ou pas en mesure de mettre le réel prix aux choses. Nous, c'est ce qu'on avait appelé à une époque la chaîne du respect. Si tout le monde respecte tout du départ jusqu'à la fin, il n'y a pas de problème. Mais malheureusement, la condition humaine fait que cette chaîne de respect est un petit peu des fois pervertie par le gain de plus d'argent ou de plus de notoriété ou plus de ci ou plus de ça. Et cette chaîne du respect, elle doit aller du producteur du grain de blé dans son champ jusqu'à l'agriculteur qui, lui, doit maîtriser l'ensemble des produits phytosanitaires qu'il va ajouter. Et au final, avoir un boulanger qui respecte la matière première farine qu'il utilise et à la fin, un client qui respecte l'ensemble de cette chaîne. Et parfois, si on vendait les produits au réel coût qu'ils coûteraient, ferait que là, effectivement, on pourrait dire que ça devient un produit très cher. Et donc, du coup, le fait d'avoir un produit qui devient en adéquation avec un prix psychologique du marché fait que on tire la ficelle sur chaque engrenage de la chaîne et puis à un moment donné, quand on tire un petit peu trop fort, les engrenages coincent et pour éviter que ça coince, on va tomber dans l'additif alimentaire, on va tomber dans
certains travers qui font que, au final, on a un produit qui devient beaucoup moins valeureux que ce qu'il devrait être à la base, quoi. Quel est ton regard sur les paysans boulangers? Pas toujours bien. Pas toujours bien. C'est pas parce que je vais à la messe le dimanche que je suis forcément un bon catholique. Entre parenthèses, j'y vais pas, hein. C'est pas parce que on mélange de la farine et de l'eau qu'on est boulanger. Et c'est pas parce que moi je vais planter 3 carottes dans un champ que je vais être agriculteur. Ouais. Il faut aussi considérer que c'est un métier, la boulangerie, et de ce métier-là nécessite un enseignement et un diplôme. Et la moindre des choses pour les gens qui parfois s'inscrivent dans le schéma de paysan boulanger, il serait quand même souhaitable qu'on leur impose, comme ils vendent du pain, d'avoir le certificat d'aptitude professionnelle à minima pour pouvoir vendre du pain. Alors les paysans boulangers sont des gens qui sont contingentés, hein, lorsqu'on est agriculteur et que on va faire son pain, on est bloqué à 300 quintaux de blé par an, qui n'est pas 300 quintaux de farine. 300 quintaux de blé, c'est 250 kilos de farine. Ouais. Et ces 250 kilos de farine-là peuvent être 250 quintaux de farine, pardon, peuvent être transformés en pain. Bon, il y a quand même des garde-fous et des limites, mais il serait souhaitable quand même que chacun respecte les métiers. Ça serait quand même beaucoup plus simple. Oui, j'allais te demander, est-ce que tu penses que quand même il y a des boulangers qui ont la volonté de se former tout au long de leur carrière? Ah oui. Il y a des boulangers qui se sont formés tout au long de leur vie. Il y a encore des boulangers qui se formeront tout au long de leur vie. Ouais. Ça, c'est important, puisque la formation professionnelle est le seul élément qui permet d'anticiper les nouvelles tendances et de pouvoir appréhender des nouvelles matières premières. Donc, par exemple, il y a 50 ans, on allait mettre 550 grammes d'eau dans le pain. Aujourd'hui, on en met 700 grammes avec une farine. Parce que la matière première, elle a changé, elle a évolué, et tout le monde s'est professionnalisé avec les connaissances acquises. Et il faut que ces connaissances acquises servent de socle et pas d'apparat ou de château de sable monté sur des fondations en carton, quoi. Ouais. Alors, est-ce que ça veut dire, toi, qui dans ton métier, tu vas justement voir le producteur, tu vas voir quel type de grains il met en terre, des variétés anciennes, enfin bon, il y a beaucoup de variétés. Comment est-ce que tu apprécies cette partie-là? Comment est-ce que tu la gères? Alors moi, je la gère avec un ami à moi qui est meunier et qui a les mêmes valeurs que moi, c'est-à-dire que il ne travaille que pour l'artisanat. Cet ami meunier-là m'a fait grandir et je pense que je l'ai fait grandir aussi dans son approche boulangère. On n'a pas tous le savoir sur toutes les filières, hein. Il est impossible pour un boulanger d'être agriculteur et d'être meunier et d'être manager et d'être gestion des ressources humaines, alors qu'on lui en demande beaucoup déjà, mais d'être capable de s'appuyer sur des compétences, d'être capable d'avoir des gens qui maîtrisent les sélections variétales, d'être capable d'avoir des gens qui sont en mesure de cultiver des grains de blé avec la quantité de produits phytosanitaires juste maîtrisée. Moi, cette partie-là, je la délègue à mon ami qui est meunier, et quand lui, il a besoin de formation professionnelle, moi, c'est moi qui m'en occupe. Donc, du coup, à nous deux, on forme une équipe, et cette équipe-là est assez forte et c'est très intéressant comme ça, quoi. Sachant que lui, il est engagé qu'auprès des artisans. Moi, je suis engagé aussi qu'auprès des artisans. Et donc, du coup, il faut faire attention parfois à des esprits avec un peu double facette, où on pourrait avoir un discours artisanal dans un sens et puis un discours pro-industriel dans l'autre. Bon, moi, je suis artisan, lui, il est artisan, et on se doit d'être là pour les artisans, quoi. Ouais. De ce fait, est-ce que tu te sens libre de travailler, ou est-ce que tu dis, ça, je peux peut-être pas le faire maintenant, ou... Moi, je suis libre et je serai toujours libre, hein. Moi, je n'ai pas besoin de rouler en Ferrari pour être quelqu'un. Moi, j'ai juste besoin que mes enfants grandissent dans de bonnes conditions. J'ai appris à vivre simplement, et je n'ai pas besoin de vivre dans un château pour exister. Du coup, je suis libre de ce que je dis, de ce que je fais, et j'ai pas besoin de courir après l'argent pour rembourser des choses qui ne m'appartiennent pas.
Et ça, c'est ma plus grande liberté, quoi. Ouais. Est-ce qu'il y a dans ce métier de boulanger, pour toi, un aspect qui serait extrêmement surprenant pour le public? Ben, ce qui moi me dérange dans mon métier et pas dans tous les métiers, c'est la coquinerie qu'il pourrait y avoir de temps en temps avec des produits industriels, avec juste l'ouverture d'un carton et on continue à éventuellement surfer sur le côté artisanal. C'est ça qui me gêne le plus. Ouais. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'artisans qui souffrent d'un manque de visibilité alors qu'ils font leur travail correctement, et il y a beaucoup de personnes qui parfois ont beaucoup de visibilité et qui derrière, quand on gratte un peu, c'est pas forcément toujours. Mais ça veut dire qu'il y a quand même un peu une supercherie. Oui. Je comprends que ce soit très surprenant pour toi. Il y a effectivement, hein, quand une entreprise elle est ouverte 360 jours par an ou 365 jours par an et qu'il y a un défaut de personnel, que l'employeur a eu un souci de santé et autres, ben on tombe dans une certaine facilité. Mais cette facilité-là, elle doit être ou sue par tous, ou alors ne pas être utilisée, quoi. Et il faut une certaine honnêteté, l'honnêteté de pas fabriquer, on va revenir sur ce qu'on disait au début, mais de pas fabriquer son pain au chocolat ou sa chocolatine et d'acheter le produit fait par un industriel, avoir l'honnêteté de le dire, et puis voilà, et puis c'est tout. Puis on arrête de se cacher derrière son petit doigt en se disant je suis un artisan, je fabrique tout, mais mais pas mes pains au chocolat, pas mes croissants, pas ci, pas ça. Non, mais je les vends. Mieux faire moins et mieux que de vouloir faire beaucoup. Et c'est vrai que il faut mieux être sur du monoproduit bien fait. Et ça, Poilâne l'avait bien compris. Hein. Poilâne faisait un seul pain, une seule tarte, et il l'exportait à travers le monde. Il n'était pas tombé dans les travers de gamme à 45 ou 50 produits tous les jours, n'importe comment. Oui, d'ailleurs, je voulais te évoquer Poilâne parce qu'effectivement, et je crois que ça continue, sa fille, son fils. Alors, non, c'est pas son fils, c'est sa fille, c'est Apollonia qui gère ça. Je ne connais pas, mais moi, j'ai longtemps discuté. J'ai quelques fois discuté avec Poilâne dans ma jeunesse, hein, parce que j'étais admirateur de ces gens-là. J'imagine. Rêver. Mais moi, ce qui m'a fait rêver, c'est qu'avec un produit, on puisse exporter à travers le monde, et ça, c'est juste merveilleux. Ouais. C'était vraiment incroyable. J'avais été frappé parce que j'avais un oncle à Romans qui était boulanger. Mon père a été mitron quand il était gamin, donc je m'intéressais à la boulangerie. Et j'avais vu un reportage où on voyait en rond tous ces fours à bois là qui. Oui, dans un espace en colimaçon où il y avait. Je sais plus combien de fours, mais c'était juste énorme. C'était incroyable. Et il avait un escalier central, une spirale centrale qui faisait remonter tous les chariots de production pour aller à Orly ou à Roissy pour distribuer ça à travers le monde. Bon, c'était merveilleux comme concept, c'était révolutionnaire à l'époque, alors qu'à l'époque, beaucoup s'engouffraient dans la baguette moulée, dans le pain très volumineux. Et alors il restait à l'encontre du code. Il est resté, lui, dans sa production de pain extrêmement qualitatif. Alors, un petit peu à l'encontre du goût actuel, puisque c'était des pains très acides, avec des mie relativement denses, mais c'était du pain qui se conservait, quoi. Oui. Alors, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, est-ce que l'exemple Poilâne ne serait pas un petit peu l'artisanat un petit peu industrialisé? Est-ce que ce serait pas là le… Où est l'industrialisation? Il avait des pétrins comme tous les boulangers, il avait des chariots comme tous les boulangers, des bannetons comme tous les boulangers, il avait juste dans un même lieu de production 15 fours. Donc, il avait dans un même lieu de production l'équivalent de 15 boulangeries artisanales pour faire une production qui est très, très importante, qui s'apparente à de la production industrielle, mais à aucun moment, il avait un schéma de production industrielle avec des additifs alimentaires, avec du pétrissage intensif, avec des chaînes de fabrication relativement raccourcies, avec des produits additivés dans la farine qui faisaient que le pain fermentait beaucoup plus rapidement. Donc voilà, moi je ne peux pas considérer Poilâne comme un industriel, c'est juste pas possible. Bien sûr, c'est simplement dans son processus effectivement de fabrication, au lieu d'avoir un ou deux boulangers, comme tu dis, il en avait 15. Bon. Oui, 15 ou peut-être bien 50. Ou 50.
Mais effectivement, il était encore pourvu d'une main-d'œuvre et son chiffre d'affaires qu'il réalisait était réalisé par des ouvriers qualifiés. Derrière ça, aujourd'hui, on a des grandes chaînes de production qui font 2,5 milliards de chiffre d'affaires, qu'on applaudit des deux mains par le gouvernement parce que ce sont des belles réussites. Il faut savoir que ces gens-là qui font aujourd'hui 2,5 milliards de chiffre d'affaires ont tué l'artisanat et ont tué notre métier, alors que ces 2,5 milliards, s'ils étaient faits, seraient pourvoyeurs au moins du triple de personnel et de salariés. Donc il faut aussi arrêter la fumisterie, c'est qu'on ne peut pas non plus dérouler le tapis rouge à des gens qui ont effectivement surfé sur une vague à un moment de temps qui était l'industrialisation. On peut pas comparer l'industriel et l'artisan. L'artisan ne fera jamais 2,5 milliards de chiffre d'affaires et tant mieux. Et tant mieux. Et le problème, c'est que on a toujours cette capacité à pouvoir dire, je gagne 50, je voudrais gagner 100, je gagne 100, je voudrais gagner 150, je gagne 200. Et après, c'est la spirale infernale. Il faut aussi raison garder, qu'on arrive à vivre, qu'on arrive à rembourser ses emprunts, qu'on arrive à éduquer ses enfants. C'est déjà pas si mal comme ça, quoi. Est-ce qu'il y a un aspect, si tu devais dégager un aspect le plus difficile dans ce métier, quel serait-il? La concurrence déloyale. La concurrence déloyale. La concurrence déloyale, c'est l'aspect le plus vicieux qui empêche le développement artisanal. On lutte pas sur avec les mêmes armes. Il y en a un qui est en scaphandre doré avec des armes toutes belles, et puis l'autre qui est avec son corps et qui combat à main nue. On n'est pas sur un combat équitable. Et donc, du coup, on tue l'artisanat comme on l'a connu, et c'est dommage. Moi, j'ai pas envie que demain le métier de boulanger soit vu dans un musée ou soit vu au Puy du Fou parce qu'il y a un gars qui fait son pain à la main. Moi, j'ai pas envie de ça. La boulangerie de demain, elle a encore une réalité économique, elle a encore une raison, elle a encore la capacité de pouvoir faire vivre des familles, et il faut pouvoir maintenir ça. Et cette lutte artisanale doit être le credo est au centre du travail français. Je parle de mon métier, la boulangerie, mais c'est valable dans tous les corps de métier artisanal. On ne lutte pas à armes égales, et il faut que cette lutte redevienne équitable. On a longtemps parlé, sans faire de démagogie, on a longtemps parlé de réduction des charges sociales pour les artisans. Ça devient vital, mais pas sans contrepartie. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus signer un chèque en blanc. Il faut que cet effort-là soit aussi sur une revalorisation de l'emploi salarié des artisans. C'est aussi ce qui a tué notre métier. C'est qu'on n'a pas su à un moment de temps récompenser ou valoriser correctement les ouvriers et les travailleurs qui se levaient le matin pour faire vivre une boulangerie. C'est aussi la vérité. C'est un ensemble d'échecs et d'erreurs, et c'est un constat qui aujourd'hui est réel. Si tout le monde s'en sort dans la chaîne, le cercle devient vertueux. Si tout le monde commence à tirer dans tous les sens, la spirale devient infernale, et ça devient compliqué, quoi. Et aujourd'hui, ça devient compliqué, quoi. Et inverser les choses ne va pas être simple, quoi. Ça va pas être simple. Je suis content que tu m'aies fait cette réponse, parce que je m'attendais à ce que tu me dises, il faut se lever à 3-4 heures du matin, je travaille quand les autres se reposent, tu vois. Non. Il y a moyen aujourd'hui de rendre le métier attractif. Aujourd'hui, les ventes de pain vont se faire sur une journée de production. Alors, 7h, 20h, 7h, 19h, peu importe. Mais il y a moyen aujourd'hui de travailler tout au long de la journée sans avoir un métier fastidieux et de nuit comme on a pu le connaître à une époque. Mais le problème à l'époque, c'est que l'ensemble de la production était cuit à l'ouverture du magasin, alors qu'aujourd'hui, on va étaler la cuisson de la production sur une journée. Et ça a certainement une réalité économique, puisqu'on a un produit qui est relativement de bonne qualité et plus frais, qui va être distribué tout au long de la journée, ce qui simplifie le travail du boulanger. Aujourd'hui, il y a des techniques de four, de cuisson qui sont plus des énergies comme le fuel ou comme le gaz, où on a cette énergie électrique qui permet d'avoir des cuissons tout au long de la journée. Et voilà, il faut vivre avec son temps sans tomber dans les travers de choses préfaites où il n'y a plus qu'à déballer un carton, où on estampille avec un nom et une belle image et un beau packaging derrière.
Ça m'a amené à l'évolution du matériel. Parce que je me souviens que mon oncle, il avait le truc enfin d'abord à bois, et après ils ont eu le truc à fioul, là, tu sais, le bec qui Ouais, le flammait. Bénin, ouais. Alors, Et alors, comment est-ce que tu vois cette évolution du matériel? l'évolution du matériel va dans le bon sens puisqu'elle s'inscrit aujourd'hui dans le développement durable avec des énergies comme l'électricité. Alors même si ça peut être décrié parce que Oui, l'énergie en France est nucléaire, mais bon, à un moment de temps, sinon on va tous vivre à poil dans un champ avec des poupettes. Mais il faut quand même suivre ces évolutions. On a aujourd'hui oui, du matériel en boulangerie qui est beaucoup moins coûteux énergétiquement, pas coûteux à l'achat, hein, on est encore sur du matériel très cher, et on a du matériel qui est quand même d'une robustesse et d'une fiabilité, mais qui coûte relativement cher. Ça, c'est vrai. C'est vrai, oui, c'est vrai. Les investissements en boulangerie sont des investissements relativement lourds. oui. Euh, Aujourd'hui, est-ce que tu te renouvelles? Est-ce que il y a des créations? Alors, on disait tout à l'heure, bon, il faut pas non plus avoir 50 pains. Est-ce qu'il y a il y a un espace de création? Ah bah euh, de toute façon, c'est dans la charte des meilleurs ouvriers de France. Si un jour on s'inscrit dans la démarche de meilleurs ouvriers de France pour considérer que le MOF est un aboutissement, on n'a rien compris. Le MOF est une clé pour pouvoir continuer à progresser. On se doit d'être sur le devant de la scène d'un point de vue technique et technologique en permanence. On se doit d'apporter des solutions à notre corporation. On se doit d'être sur le devant de la scène sur les innovations. Et donc effectivement, on ne crée pas tout seul, mais à plusieurs, on est capable de transformer les choses, de rendre les choses plus économiques, de rendre les choses peut-être plus qualitatives. Et puis l'air du temps actuellement, c'est d'avoir des valeurs nutritionnelles qui sont extrêmement fortes. Si on oui, a du pain qui devient juste un aliment qui n'apporte rien, on n'est pas du tout vertueux. Alors que si on remet le pain au centre de l'alimentation, avec un travail bien fait, avec un pétrissage modéré, avec un ensemencement faible et avec l'utilisation du levain, on a un pain qui devient un aliment intéressant pour l'organisme, pas juste pour se nourrir, quoi. oui. Bon, on pourrait revenir sur le levain parce que moi je fais mon levain moi-même, mais c'est pas le sujet. Est-ce que entre guillemets la révolution numérique, est-ce qu'elle a un impact dans le métier? Alors la révolution numérique aura un impact, c'est sûr. L'intelligence artificielle aura aussi un impact, mais il Ah faut faire oui, attention parce que ces aides qui vont être faites seront aussi certainement l'objet d'une diminution du nombre d'ouvriers ou du nombre de salariés. Cette ah oui. intelligence artificielle va entraîner une révolution et c'est vrai que on aura toujours besoin d'un boulanger, mais il faut faire attention quand même que il faut encore plusieurs boulangers pour faire vivre une boulangerie, quoi. Aujourd'hui, toi, par exemple, en tant qu'expert, est-ce que tu participes à la fabrication, à l'élaboration des bases de données qui servent ou qui vont servir à l'intelligence artificielle? À ce jour, je m'y refuse. Je m'y refuse parce que on manque de lisibilité et on manque de vision là-dessus. Alors, je suis pas passéiste, mais je suis traditionnaliste. Et aujourd'hui, je ne voudrais pas alimenter quelque chose que l'on ne maîtrise pas. Il y a 70 ans, quand on a lancé l'amiante, c'était un produit merveilleux, révolutionnaire. On s'est rendu compte quelques années plus tard que ce produit-là aurait mieux fait de pas être mis sur le marché. Donc aujourd'hui, je suis plutôt prudent. Je regarde, j'observe, j'écoute, et puis il sera toujours temps de se positionner. L'avenir nous garantit qu'on est sur la Oui, bonne voie. oui, je suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu dis parce que euh, l'important pour que les choses soient bien faites, il faut qu'elles soient faites par des experts. Peut-être que pour l'amiante, si des chimistes avaient dit non mais attendez, ce truc-là, c'est pas possible, quoi. On avait des experts à l'époque. Ouais. Était-il libre? Certainement pas, mais on Eh avait ben des voilà, experts à l'époque. Et ces experts-là ont peut-être alerté, ont peut-être dit attention, on est en train de peut-être.
quelque chose qui n'était pas bien et sont restés dans l'anonymat le plus total ou autre. Mais si on reprenait à l'époque tout un tas de personnes, je pense qu'on trouverait aussi des gens qui étaient en mesure d'alerter et je pense qu'aujourd'hui, il faut mieux prévenir que guérir. Oui, justement. Alors, en parlant de prévention, il est quand même préférable que ce soit des experts. Alors, c'est vrai, tu viens de le souligner, parfois lorsque l'on dit les choses qui ne vont pas dans le sens voulu par, entre guillemets, la politique du moment ou du sujet, on est mis de côté. Cela dit, tu as une force de persuasion et un charisme naturel qui ferait peut-être que l'on t'écoute. Et ne vaudrait-il pas mieux qu'une personnalité comme la tienne, avec ton niveau d'expertise, ton niveau d'expérience, apporte justement les éléments qui vont bien dans la création de futurs produits, puisque je comprends bien dans ce que tu me dis, Sylvain, que pour toi, l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le métier est quasi inéluctable. Alors, c'est clair, l'intelligence artificielle, elle a déjà commencé, elle est en marche. Aujourd'hui, on a des fours avec des pictogrammes, avec un croissant. Le boulanger, il appuie sur le croissant. Le four va être préprogrammé avec tant de cuisson, tant de vapeur, tant de périodes à telle température, etc. Donc oui, l'intelligence artificielle, elle est en marche. Mais si elle est maîtrisée à la base par quelqu'un qui sait réfléchir et qui sait quels sont les critères d'une bonne cuisson et autres, pour moi, c'est de l'accompagnement. Mais aujourd'hui, le problème, c'est qu'on va peut-être former demain des gens avec la capacité de pouvoir appuyer sur un pictogramme ou d'appuyer sur un bouton. Et ça me gêne fondamentalement. On revient au même problème que ce qu'on énonçait il y a quelques minutes maintenant. Il faut mieux apprendre à quelqu'un à pêcher que de lui donner du poisson. Et je suis pas traditionnaliste, je suis pas passéiste, mais je suis prudent quant à certaines évolutions qui se disent être inéluctables ou irréversibles. Je suis beaucoup plus modéré en disant attendez, pour faire du pain, il faut juste de la farine, de l'eau, du sel et un agent de fermentation. Hein. Le reste, le boulanger, il a besoin de deux mains. Alors effectivement, pour vivre de son métier et avoir une raison économique, il doit faire un peu de volume, c'est vrai, mais on n'a besoin que de dos de main. Et il faut quand même faire attention, quoi. Ouais. Et c'est pas parce qu'on aura mis un beau programme informatique en route qui est capable de calculer une bonne recette que la recette au final sera forcément bien. On sait très bien qu'à différentes étapes, comme on est sur une matière première vivante, cette matière première vivante-là, elle évolue, elle bouge, elle s'inspire du temps, elle s'inspire des tendances. Une levure va sentir quand il va faire froid, une levure va sentir quand il va faire chaud. Un pain va sécher quand le vent est au nord. Il est clair que ces codes-là, on aura beau programmer toute intelligence artificielle que l'on voudra, ce sont tout un tas de paramètres que, à ce jour, je pense qu'il n'est pas possible de quantifier et de mesurer. Ouais. Si pour toi, tu t'extrais un petit peu du temps et tu dis, je vais faire une boulangerie pour moi. Comment est-ce que tu la verrais, cette boulangerie? Je verrais une boulangerie avec des produits que mes parents puissent acheter. Mes parents sont des retraités. Mes parents ont travaillé toute leur vie et sont comme tout retraités avec des petites pensions de retraite et autres. Mais non, je verrais une boulangerie où des produits puissent être achetés par les gens de ma famille, c'est-à-dire des ouvriers, des personnes totalement normales et pas des produits extrêmement luxueux. 2-3 produits de pain, 2-3 produits de viennoiserie, si j'avais la capacité de pouvoir le faire. Oui. Mais est-ce que, par exemple, tu irais vers une cuisson, est-ce que tu mettrais un feu de bois? Il y a de grandes chances, oui. J'ai appris mon métier sur un four à bois et c'est ce qui me manque le plus, quoi. Ah ouais, viens chez moi. Dans la formation professionnelle, c'est ce qui me manque le plus. Oui, parce que c'est là vraiment où on apprend le métier, quoi. Alors, tous ces paramètres dont tu viens de parler. Le métier s'apprend par contact et par observation. C'est-à-dire que
si on n'a pas le ressenti, si on travaille avec un chronomètre ou si on travaille avec une recette, on n'a pas le métier. Le métier, c'est encore un travail qui se fait avec les mains, et ce travail avec les mains, c'est une notion de ressenti. Et le ressenti, parfois, peut être perturbé par la maladie, par la tristesse, par l'énervement. Et moi, je le vois, hein, quand j'ai un gamin qui est un peu stressé, le pain qu'il m'a façonné se retrouve aussi stressé, et ce stress-là fait que, au final, on a un produit qui va pas développer, qui aura pas une mie très alvéolée, parce que il y a un souci. Et on arrive à le ressentir, on arrive à le voir. Alors ça, c'est du domaine technique, mais on arrive à ressentir les choses. Quand un produit contient 80% d'eau, quand on voit l'interaction de la Lune ou des éléments sur les océans, forcément, les produits ayant 80% d'eau, comme l'être humain, doit avoir aussi un impact par rapport à tout ça, quoi. Il y a, en dessous de chez moi, il y a une jeune boulangère qui était bardée de diplômes. Linguiste, elle bossait à Bruxelles, au Parlement européen. Bon, vraiment une tronche. Eh ben, elle a tout envoyé péter et elle s'est mise à la boulange. Et alors, elle fait du tort à personne parce qu'elle fait des pains de niche, comme tout à l'heure on disait. Pas beaucoup. C'est la boulangerie, ce sera la boulangerie de demain. Hein. Les pains de niche, ce sera la boulangerie de demain. Oui, sans doute. Alors bon, elle a un four électrique, et j'aime bien bavarder avec elle, et je lui parle levain, elle se forme régulièrement sur les levains. Et un jour, j'y vais et je dis je te prends du pain parce que mon levain il a pas bien marché. Il me dit c'est parce que t'es pas bien. Elle me dit le levain est le reflet de l'âme. C'est clair, elle a raison. J'en suis convaincu aussi. Le seul problème, c'est que aujourd'hui, nous n'avons pas d'études en capacité de pouvoir proposer la véracité de ça, mais il est clair qu'elle a raison là-dessus. Moi, je suis convaincu que les bactéries sur un corps humain ne sont pas les mêmes quand on est stressé que quand on est en bonne santé. Et comme on est sur du travail manuel, ce que l'on va pouvoir transmettre, alors, on pourrait être traité de fou et autres. Oui, bien sûr. Rien à battre, mais il n'empêche que tout ça a une importance. Et la façon dont on est, la façon dont on se porte, la façon dont on interagit a forcément une réalité. J'avais vu, il n'y a pas si longtemps que ça, un Chinois ou une étude chinoise qui balançait des saloperies à un bol de riz pendant plusieurs mois, et dans un autre que des éléments positifs, le positif est resté intact et celui à qui on balançait des saloperies a pourri. Donc du coup, il y a forcément des choses que l'on ne quantifie pas aujourd'hui, qui sont en interaction avec les matières vivantes. Et comme le pain est une matière vivante, comme la boulangerie, c'est des éléments vivants, je pense qu'il y a des choses qui se passent que l'on ne maîtrise pas. Absolument, mais on est dans le même domaine quand on se promène en forêt, quand on prend un arbre à bras le corps. Il y a beaucoup de théories là-dessus, mais c'est vrai que c'est apaisant de prendre un arbre dans ses bras. Et cette histoire de levain, je l'ai vérifié et je n'avais pas bien conscience de ça, et ça m'a fait réfléchir. Et c'est vrai que quand je fais du levain, parce que parfois, comme j'en fais une fois tous les mois, parfois je suis un peu en rupture, donc je le refais. Puis j'aime bien refaire aussi, que ça ne soit pas toujours. J'aime bien voir les comportements, et j'ai vraiment pu vérifier ce truc-là. Et justement, ça m'amène à une autre question. J'en aurais plein, mais bon, on va pas. Dans ce processus dans ce métier de boulanger, dans ce processus de fabrication, est-ce qu'il y a une étape de réalisation que tu préfères, que tu aimes plus que d'autres? Une étape ou une catégorie de produits? Une étape. Et puis après, on parlera des produits, mais une étape. Le pétrissage. Je pense que le pétrissage, de pouvoir voir de la farine, de l'eau, du sel et un agent de fermentation, du levain dur ou liquide, peu importe, se mélanger avec cette chose un peu grumeleuse au départ, qui se transforme en un produit qui devient lisse, qui se décolore légèrement, qui devient un réseau, qui devient
interactif avec ce que l'on a mis à l'intérieur, c'est juste magique, quoi. Ce qui est magique dans notre métier, c'est que le blé, c'est pas de la farine c'est pas de la pâte, et la pâte, c'est pas du pain. Et ce qui est marrant, c'est que on a un grain de blé qui est marron, on en extrait une farine blanche, on en mélange avec de l'eau, ça devient un truc crème, et on le cuit, ça redevient marron. C'est juste exceptionnel, quoi. C'est absolument. Bon, j'imagine qu'aujourd'hui tu pétris plus à la main, mais si. tu fais. Si. Ah ouais, je garde à chaque fois que je suis en cours avec les élèves, on fait un pétrissage à la main obligé avec les BP, avec les CAP, c'est de façon un peu occasionnelle, mais avant de comprendre un métier, avant de comprendre ce qui se passe, on doit voir la sensation qu'on a avec les mains. Et ce contact avec la pâte dès le pétrissage est nécessaire à l'apprentissage du métier. Alors, on n'est pas dans les codes des référentiels. Hein. Les référentiels, c'est un pétrissage à la machine, etc., etc. Mais si on n'a pas cette symbiose avec la pâte, on ne comprend pas ce qui se passe. Je comprends ça. C'est vrai que on sent la pâte se transformer, on la sent vivre, on la voit changer d'aspect, comme tu disais, changer de couleur, changer de texture, changer de force. On la voit vraiment vivre, et ça, c'est vraiment valorisant, je trouve. D'ailleurs, à ce sujet-là, ça me fait penser que fin du mois d'octobre de cette année, sur le salon Serbotel à Nantes, on sera une bonne dizaine de meilleurs ouvriers de France, et on fera dans un grand pétrin plus d'une centaine de kilos de farine de pétrissage à la main devant public pour montrer aussi que nous, les meufs boulangers, on est garant du savoir-faire ancestral qui nous a été transmis, et qu'aujourd'hui, on est en mesure de pouvoir le communiquer. Je me rappellerai toujours d'un jour un professeur qui s'appelle Christian Remzi à l'INRA qui dit oui, les boulangers modernes, vous n'êtes même pas capables de pétrir à la main, et on lui a démontré par une association aussi dont je fais partie que le pétrissage à la main a encore une raison économique, même si on peut céder des machines, c'est pas le problème, mais on peut encore en 2020, travailler avec des matières premières actuelles avec du pétrissage manuel. Donc ça sera au mois d'octobre à Nantes. Ouais, fin octobre à Nantes, ouais. Alors, je ne sais plus si c'est le dimanche ou le lundi, mais pendant le salon Serbotel, avec les ambassadeurs du pain, il y aura un grand pétrissage à la main fait par une dizaine de meilleurs ouvriers de France dans un grand pétrin qui aura été fait juste pour cet événement. Et ça va être un événement formidable. Ah oui, d'ailleurs, cette pâte à pain-là sera travaillée aussi par les équipes pour le mondial du pain, puisqu'ils auront donc à utiliser un pétrissage, donc cette méthode qui a été mise en place par les ambassadeurs du pain, qui s'appelle Respectus Panis, qui est une réduction de l'ensemencement, qui est une réduction du pétrissage, et qui est une optimisation de la matière première, de façon à avoir aujourd'hui un pain qui devient un produit avec un intérêt nutritionnel fort, et qui n'est pas juste un aliment avec des calories vides. Ah bon, alors tu relayeras ça sur ta page Facebook, et je le relayerai aussi. Ouais, bon, j'essaierai d'aller. On en parlera de toute façon. Oui, on sera pas sans se reparler. Oui. J'espère que ça n'est pas le 14 octobre. Non, c'est le 20, 21, 22 ou 23 octobre. Ok, parce que le 14, on est aux mines de Toulouse avec Magolone Pontier, Bertrand Montubert pour autour de l'autisme. Que ce que le mine fait à travers la France avec cette exploitation et de mettre à distribution des produits d'une qualité exceptionnelle, que ce soit à Rungis ou que ce soit partout en France. Là, on a eu une mine de Nantes qui a été rénovée il n'y a pas longtemps, et merci à tout ce travail que le mine peut réaliser pour distribuer des produits de qualité en France et dans le monde au quotidien. Ouais. On ne se quitte pas sans que tu me parles de la chocolatine bleue. Alors, la chocolatine bleue, il y a 15 jours, la Ligue fraternelle des artisans m'a demandé de travailler sur une chocolatine bleue. Alors, très facile à faire si on tombe dans la chimie et dans la pharmacopée additif alimentaire, mais je ne voulais pas tomber dans ce schéma-là. J'ai peur de manquer un peu de temps, mais je suis parti sur de la spiruline. Donc, la spiruline est une algue qui est donc verte. Cette algue verte, au contact de l'oxygène, va se transformer en bleu puisque la chlorophylle va se détruire. Et de cette pigmentation bleue, on a la capacité de pouvoir colorer. Le seul truc, c'est qu'il faut en mettre beaucoup et c'est pas très économique.
mais les premiers essais que j'ai faits ont plus donné un produit entre le vert et le bleu, mais j'ai bon espoir de pouvoir trouver la solution pour faire cette chocolatine bleue le plus rapidement possible. Donc du coup, je vais optimiser le côté bleu avec du jus de myrtille. Et je vais y arriver, mais j'ai peur de manquer de temps, mais j'espère pouvoir y arriver pour. En tout cas, c'est vraiment sympa à toi. Tu sais que Joseph Chovanec sera là, donc on va forcément parler autisme et à propos de cette chocolatine bleue. Alors l'autisme est quelque chose qui nous tenait à cœur et qui nous tient à cœur toujours. Hein. On a mis en place avec Eric Ticana et Ludovic Malak qui seront présents aussi ce week-end ce salon de lutte contre l'autisme qu'on a mis dans le 77 en place avec une association qui s'appelle M77. Oui, je connais bien Eric. On a fait donc ce repas gastronomique avec du sponsoring sur l'ensemble des matières premières et ces matières premières-là, on a fait cadeau du travail que l'on a réalisé et on a fait un repas et l'intégralité du repas a été reversée à l'association. Alors Eric, comme il est lui le président de ça, il aurait pu le dire, mais c'était plus que 5 000 euros, ça c'est sûr. Je crois que c'était 8 000 euros qui a été donné à cette association. Ah ouais. Qui était juste du pain béni pour cette association parce que ça a permis de financer tout un tas de choses et ça devrait être multiplié. Pour cette partie associative aussi, il ne faut pas oublier, je suis engagé aussi auprès d'Olivier Chaput. Olivier Chaput, c'est le que je connais aussi, ouais. Hashtag bon et Olivier, on est frères, frères de façon de penser, frères de conception un peu de la vie. Et l'avenir, c'est vraiment les enfants et on se doit de continuer de travailler avec hashtag bon, ramène tes parents et avec ce salon qui aura lieu donc à Villejuif à la fin du mois d'octobre et je serai encore présent. Formidable. Oui, Olivier, je dois l'interviewer aussi. On s'est rencontrés à l'EPMT, à l'École Paris du métier de TAP, que tu connais bien aussi. Je connais le directeur. Pour Andy Cook, où j'étais là avec Je cuisine un jour bleu. Sylvain, je te remercie vraiment beaucoup. On pourrait continuer toute la journée, mais tu as autre chose à faire en ce moment. Il faut que j'aille travailler, ouais. Ouais, il faut que tu ailles travailler. Je te remercie infiniment, mesdames, messieurs. Vous êtes d'accord avec moi? Nous remercions infiniment Sylvain Herviot et vous pouvez le voir le 27 mai à l'hôtel Palladia à Toulouse pour la remise des prix. Sylvain Herviot est le président du jury du championnat du monde de la chocolatine. Le 27 mai. Il faut mettre en avant tous les jurys qui seront là parce que chaque personne sera une chaîne importante pour la réussite de cette journée et les candidats aussi qui viendront des quatre coins du monde alors quatre coins du monde, même si on aurait peut-être pu étaler un petit peu plus. C'est la première, hein, bon. Et pour une première, d'avoir un candidat irlandais, d'avoir des candidats de toute la France, ça sera une belle compétition et puis que ce mouvement pro-artisanal et de mise en avant et des valeurs de transmission et de partage soit mis en place, c'est très bien et encore bravo à la Ligue fraternelle des artisans d'avoir organisé cet événement. Bravo à vous, bravo à toi Sylvain et nous nous voyons le 27 mai. C'est ça, à dimanche. Merci, à dimanche Sylvain, merci, ciao, au revoir. Bye bye. Merci infiniment Sylvain Herviot. Notre discussion a été un très bel échange. Vous nous avez donné beaucoup d'informations, notamment pour nos jeunes. Il faut parler de cette transmission et de ce partage des savoir-faire, de ces valeurs et de cette passion de vouloir aller jusqu'au bout des choses pour un travail bien fait. À ce moment-là, on existe et c'est valorisant. Merci infiniment Sylvain. Vous qui avez écouté ce très bel épisode, faites-nous part de vos commentaires sur votre plateforme d'écoute favorite ou sur mon adresse mail claudecarat@gmail.com ou sur la page Facebook du podcast Les Amis de la Fête de la Gastronomie. N'hésitez pas, dites-nous ce que vous pensez de cet épisode. Et si vous avez toutes sortes de questions autour du métier de la boulangerie, posez-les, je les ferai passer à Sylvain. Pour le prochain épisode, je vous parlerai cuisine, poésie et jardin.
Vous notez que je change un peu la formule dans le jardin et la cuisine de Claude, qui devient une recette, un poème, un jardin. Je vous remercie infiniment d'être à l'écoute de nos épisodes. Merci encore à vous et à très bientôt pour l'épisode numéro 13. Il est 5 heures, il va se lever, le boulanger du quartier. Une tasse de café pour se réveiller et le pétrin va tourner. Le four allumé, la pâte va lever. Ah, quel drôle de métier! Les pains sont roulés, les baguettes allongées et les platines bien graissées. Enfourner, défourner, enfourner, défourner, c'est la danse des boulangers. Enfourner, défourner, enfourner, défourner, c'est la valse des boulangers. Enfourner, défourner, enfourner, défourner, c'est la danse des boulangers. Enfourner, défourner, enfourner, défourner, c'est la valse des boulangers. 1, 2, 3, croissant pour monsieur et madame Durand. 1, 2, 3, baguettes pour mademoiselle Huguet. 1, 2, 3, extra, les petits pains au chocolat. 1, 2, 3, valser, c'est la valse des boulangers. Il est 7 heures, elle va se lever, la boulangère du quartier. Une tasse de café pour se réveiller, prête à faire sa journée. Bien maquillée, bien pomponnée, la boulangère du quartier. Les pains bien rangés, les baguettes alignées. Ah, quel drôle de métier! Enfourner, défourner, enfourner, défourner, c'est la danse des boulangers. Enfourner, défourner, enfourner, défourner, c'est la valse des boulangers. Enfourner, défourner, enfourner, défourner, c'est la danse des boulangers. Enfourner, défourner, enfourner, défourner, c'est la valse des boulangers. 1, 2, 3, baiser pour les jeunes mariés. 1, 2, 3, chaussons pour monsieur et madame Dupont. 1, 2, 3, pâté pour monsieur le curé. 1, 2, 3, valser, c'est la danse des boulangers. Enfourner, défourner, enfourner, défourner, c'est la danse des boulangers. Enfourner, défourner, enfourner, défourner, c'est la valse des boulangers. Enfourner, défourner, enfourner, défourner, c'est la danse des boulangers. Enfourner, défourner, enfourner, défourner, c'est la valse des boulangers. Merci infiniment Sylvain Herviot. Notre discussion a été un très bel échange. Vous nous avez donné beaucoup d'informations, notamment pour nos jeunes. Il faut parler de cette transmission et de ce partage des savoir-faire, de ces valeurs et de cette passion de vouloir aller jusqu'au bout des choses pour un travail bien fait. À ce moment-là, on existe et c'est valorisant. Merci infiniment Sylvain. Vous qui avez écouté ce très bel épisode, faites-nous part de vos commentaires sur votre plateforme d'écoute favorite ou sur mon adresse mail claudecarin@gmail.com ou sur la page Facebook du podcast Les Amis de la Fête de la Gastronomie. N'hésitez pas, dites-nous ce que vous pensez de cet épisode. Et si vous avez toutes sortes de questions autour du métier de la boulangerie, posez-les, je les ferai passer à Sylvain. Pour le prochain épisode, je vous parlerai cuisine, poésie et jardin. Vous notez que je change un peu la formule.
de Dans le jardin et la cuisine de Claude, qui devient une recette, un poème, un jardin. Je vous remercie infiniment d'être à l'écoute de nos épisodes. Merci encore à vous et à très bientôt pour l'épisode numéro 13.